Mais il était là, c'est lui qui a dit même qu'il faut qu'il soit qu'on soit à la qualité. Oui, nous sommes. Vous n'avez pas le droit. Hein?
Ok, bon. On en était où? Je crois à 1.3. 1.3, oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait? Doit les connecter, c'est ça, non? Oui? Est-ce que doit les connecter? Oui. Oui. Oui, au niveau là où on trouve les équipes potentielles, d'accord? Rentrons, ok. Rentrons là où on trouve les équipes potentielles, ok. C'est-à-dire à partir d'ici là. On a donné la formule. Voilà. Voilà, des choses comme ça? Oui. On avait donné la formule. On avait donné la formule, parce qu'on avait. La formule de quoi? Parce qu'on voulait trouver le débit. Ah oui, on voulait trouver le débit, oui, absolument, oui. On voulait trouver le débit, oui. Calcul du débit, absolument, oui, c'est ça. Voilà la formule. Voilà la formule pour le calcul du débit, absolument, oui. En milieu isotrope. Oui. Au niveau du delta H, on a dit. Oui, c'est la perte de charge totale. Oui. La perte de charge. On a dit que c'était, je pense que c'était quoi? C'était de nombre de quoi? Oui. Bon, de toutes les façons, delta H ici, c'est la perte de charge totale. NT, comme son nom l'indique, c'est le nombre c'est le nombre alors ça c'est le nombre de tubes de courant. Là, voilà, T c'est pour tube. Ça c'est le nombre de tubes de courant. Et NE c'est le nombre d'intervalles entre équipes potentielles. Oui. Donc, quand je ne sais pas comment on a deux distributions. Oui, bon, ça c'est un exemple d'application. Là, c'est un exemple d'application. Alors, là, c'est un exemple d'application. On a dit que ici, bon, je ne sais pas, si tu prends par exemple un tube de courant, tu comptes le nombre d'intervalles entre équipes potentielles. Si tu prends par exemple celui-ci, ça va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, oui, ici ça fait 18. 18 c'est le nombre d'intervalles entre les équipes potentielles. Je pensais qu'elle ne comptait pas avec la limite dans le niveau. Mais si, c'est parce que tu as la différence de potentiel, c'est entre cette ligne-ci et cette ligne-là. C'est-à-dire que le parcours d'une particule fluide, c'est entre ce point-ci et ce point-là. Parce qu'on dit que les intervalles équipe potentielle. Oui, ce sont les intervalles entre équipes potentielles, absolument. Puisque ça, c'est une équipe potentielle. Et ça également, c'est une équipe potentielle. Donc ça, entre ça et ça c'est l'intervalle entre deux équipes potentielles. Ça m'a donné 16. Oui, non, bien sûr. Ça, ce sont des intervalles entre équipes potentielles. Ok, autre question? Voilà, nous suit là. Oui? Vous avez compris la question de votre camarade? Oui, prof. Voilà, il demandait donc comment on a trouvé 18 pour le nombre d'intervalles entre équipes potentielles. Tout le monde a compté là, vous avez vu 18 aussi. D'accord. Ok, autre question? Bon. Ok. Et sinon, vous-même, vous avez une question, Madouala? Non? Non, pas pour le moment. D'accord, ok, d'accord. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va donc continuer. Donc on a calculé les débits, on a vu comment on trouve la pression. Voilà. Bien, maintenant, on va voir certains problèmes d'écoulement plan. Ok. Alors, on dit donc détermination des réseaux d'écoulement plan. Ils peuvent être déterminés de plusieurs façons, dont les trois essentiels sont, premièrement, la recherche d'une solution analytique à partir du potentiel complexe par utilisation de transformations conformes. Donc, c'est ça que nous allons utiliser. Deuxièmement, la méthode de l'analogie électrique et troisièmement, la méthode des éléments finis. Bon, ça, c'est une méthode numérique qu'on ne voit pas à votre niveau et ceci, bon, c'est une méthode
qui s'applique plutôt comme un TP, hein, l'analogie électrique. Alors, vous êtes d'abord en retard et puis maintenant, vous venez vous troubler les autres. Hein? Bon. Pour toutes ces méthodes, on a besoin de connaître les conditions limites. Les conditions limites du problème, c'est quoi? C'est notamment les lignes de courant limites et les équipotentiels limites. Voilà. Donc, par exemple, pour ce problème-ci, alors tout le monde voit donc, comme on l'avait dit tantôt, voilà, alors, ici, AB est une équipotentielle. D'accord? Est-ce que vous pouvez montrer que AB est une équipotentielle? Pour montrer qu'une ligne est une équipotentielle, qu'est-ce qu'on fait? Pour montrer qu'une ligne est une équipotentielle, qu'est-ce qu'on fait? Alors, AB est une équipotentielle. Alors, DH est également équipotentielle, c'est-à-dire c'est une surface de filtrage. BG est une équipotentielle, surface de filtrage. Alors, BG, c'est ça. Hein? BG, c'est ça. Ça aussi, c'est une équipotentielle. Comment vous allez montrer que BG est une équipotentielle? Alors, BC, c'est la surface libre. Absolument. Ça, c'est la surface libre. Voilà. Ou bien, la surface libre, évidemment, c'est une ligne de courant. DE est une équipotentielle. Ça, c'est normal. FI est une ligne de courant. FAI est une ligne de courant. Voilà. Puis c'est ça là, c'est un substratum imperméable. Dès qu'il y a un substratum imperméable, c'est une ligne de courant. Puisque la particule va glisser ici. Voilà. Alors, comment on montre donc qu'une ligne, par exemple, est une équipotentielle? Qu'est-ce qu'il faut pour montrer qu'une ligne est une équipotentielle? Est-ce qu'à là, vous avez la réponse? Hein? Non, prof. Non. L'équipotentielle est définie par quoi? L'équipotentielle est définie par quoi? Non, pas le gradient hydraulique. La charge hydraulique, pas le gradient hydraulique. C'est défini par la charge hydraulique. Donc, quand on dit que c'est une équipotentielle, donc il faut que la charge hydraulique soit comment? Si c'est une équipotentielle, ça veut dire que la charge hydraulique doit être constante. Mais c'est ça. Hein? Si c'est une équipotentielle, ça veut dire que la charge hydraulique est constante. C'est ce qu'on est en train de dire depuis 3 semaines maintenant. Donc, si vous n'avez pas retenu ça, ce n'est pas bien. Hein? C'est ça même la définition de l'équipotentielle. Hein? Puisque le potentiel de vitesse est défini par phi est égal à KH. Donc, là où phi est constant, H est constant. Donc, pour montrer qu'une ligne est une équipotentielle, qu'est-ce qu'on fait? On détermine simplement la charge en chaque point de la ligne. Donc là, par exemple, il faut calculer, par exemple, H en A et montrer que c'est la même chose que H en B. Vous calculez H en B et vous montrez que c'est la même chose que H en G, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Si vous voulez montrer que DE est une équipotentielle, vous montrez que H en D, c'est la même chose que H en E. Voilà. Donc c'est ça l'équipotentielle. Bien. Donc, avant de faire tout tracé de réseau, il faut d'abord trouver les conditions limites, c'est-à-dire les équipotentielles limites et puis les lignes de courant limites. Donc, c'est à partir de là. Donc, dans ce cas-là, par exemple, voici les équipotentielles. Donc, ça veut donc dire qu'une particule va partir d'ici et cheminer comme ça pour aller jusque-là. Ainsi de suite. Donc, vous voyez comment on a mis le parcours. D'accord? Alors, résolution par l'analogie électrique. Bon, alors là, ça c'est bon, on fait jamais ça sous forme de TP. On va donc juste lire ça par acquis de conscience. Mais la méthode que nous allons utiliser, c'est la première méthode, comme j'ai dit, c'est la résolution analytique par l'utilisation de potentiels complexes. Alors, pour l'analogie électrique, on sait qu'il existe une analogie entre l'électricité et l'écoulement. Voilà. On sait que, quels que soient les points, le potentiel électrique doit être proportionnel à la cote Z du point. Quelle est l'analogie entre
l'électricité et l'écoulement. Alors, l'analogue, par exemple, de la charge hydraulique, c'est quoi en électricité? L'analogue de la charge hydraulique, c'est quoi en électricité? Non, aucune idée. L'analogue du débit, c'est quoi en électricité? Vous avez fait l'affaire de l'électricité, oui ou non? Comment ça, non? L'électricité. Oui, j'avais fait l'électricité. Alors là, l'analogue de la charge hydraulique en électricité, c'est quoi? C'est la tension. Absolument, c'est le potentiel. L'analogue du débit, serait quoi donc? L'analogue du débit serait alors quoi? L'intensité, voilà. Et l'analogue de la perméabilité, ce serait quoi en électricité? C'est-à-dire le paramètre qui s'oppose ou bien qui facilite le passage du courant. C'est la conductivité ou ce n'est pas plutôt la résistivité électrique. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, il y a une analogie complète entre l'électricité et l'écoulement. D'accord? C'est pour ça, donc, pour l'écoulement, on fait donc des TP pour ramener l'écoulement à l'électricité, où les mesures sont plus faciles à effectuer. Et ensuite, maintenant, on fait les transformations. Absolument. Bien, maintenant, si on revient donc à notre première méthode, on fait les traçaux des réseaux d'écoulement par le potentiel complexe. Alors, soit la fonction W égale à phi de x, yz plus i fois qui de xz, qu'on va appeler le potentiel complexe. Cette fonction est une fonction analytique de la variable complexe z égale à x plus iz. Dans cette fonction, phi, c'est le potentiel de vitesse que nous avons déjà vu, et qui, c'est la fonction de courant. Voilà. Donc, cela veut donc dire que si pour un écoulement, on détermine ce potentiel complexe W, on peut donc en tirer la fonction potentielle et la fonction de courant. Et on sait que un réseau électrique est composé d'équipotentiels et de lignes de courant. Les équipotentiels sont donnés par... Les lignes de courant sont données par... Ça veut donc dire que si on connaît oméga, on connaît complètement le réseau. Puisque phi va donner les équipotentiels, tandis que qui va donner les lignes de courant. Absolument. On rappelle que, justement, le potentiel de vitesse, c'est phi est égal à moins kh, où h est la charge. Et on sait qu'en milieu isotrope, phi est une fonction harmonique, donc le Laplacien est nul. Qui est une fonction harmonique, donc son Laplacien est également nul. Et on sait par définition que Vx est égal à dφ sur dx est égal à dq sur dz. Et Vz est égal à dφ sur dz, mais c'est égal à moins dq sur dx. Absolument. Donc, toutes les fonctions analytiques W représentent l'écoulement. Et l'étude de l'écoulement plan peut alors se ramener à la recherche d'une fonction analytique W de Z qui satisfait donc les conditions aux limites imposées. C'est ce que nous disions. Donc, trouver le potentiel oméga revient en réalité à tracer le réseau d'écoulement. Alors maintenant, on va voir les cas particuliers. Alors, potentiel, par exemple, quelques potentiels élémentaires. Rechercher le réseau d'écoulement représenté par le potentiel complexe linéaire qui est W de Z égale à AZ plus B, où Z est égal à X plus IZ. Alors, si j'injecte Z ici, ça va donc faire A fois X plus IZ plus B. Bien. Donc maintenant, si je distribue, ça va donc faire AX plus B plus I fois AZ. Si je reviens à la définition du potentiel complexe qui est encore là, cela va me permettre donc de définir le potentiel de vitesse et la fonction de courant. À ce moment-là, que devient le potentiel de vitesse ici? Voilà, le potentiel de vitesse, donc c'est la partie réelle.
Tandis que la fonction de courant, c'est la partie imaginaire. Absolument. Donc, il s'agit donc de représenter le réseau d'écoulement. Or, le réseau d'écoulement, c'est tout simplement représenté par les isophies et les isoquis. Les isophies, c'est tout simplement les équipotentiels. Les isoquis, ce sont les lignes de courant. Alors, donc, maintenant, première chose, quels sont les isoquis, les isophies et quels sont les isoquis? Voici, je rappelle que voici phi et voilà qui. Bien. Alors, pour que phi soit constant, qu'est-ce qu'il faut? Pour que phi soit constant, qu'est-ce qu'il faut? Pour que cette fonction phi soit constante, qu'est-ce qu'il faut? Non, que x soit constant. Pourquoi x égale à 0? Il suffit que x soit constant. Puisque a et b étant des constants, si x est constant, ça veut donc dire que ceci est constant. Or, dans le plan xz, x égale à une constante, c'est quelle courbe, si on veut? Dans le plan x, y, si je dis que x est constant, c'est quelle courbe? Là, qui est comment? Qui est comment donc? C'est quelle droite? Quand x est constant? Perpendiculaire au plan comment? Non, comment? Je suis dans le plan xz. Si je dis que x est constant, ça veut dire que quoi? C'est une droite verticale, absolument. Voilà, c'est une droite qui est parallèle au z. Hein? C'est ça. Voici les x constants, non? Quand x égale à une constante dans un plan y, vous hésitez pour dire ça. C'est pas normal, ça. Bon, donc si x est constant, ça veut donc dire que il s'agit de droites qui sont parallèles à l'axe z. Donc, et x égale à la constante, nous venons de dire que ça définit les isos. Donc, ça veut donc dire qu'ici, les équipotentiels sont des droites verticales. Bien. De la même manière, les isophies, regardez la fonction phi. Ok? Regardez la fonction phi. Si, pour que phi soit constant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que z soit constant. Et z égale constant dans le plan xz, c'est quoi? C'est quel lieu? C'est quelle courbe? C'est une droite parallèle à l'axe des x. Donc, ça veut donc dire que ici, voici les lignes de courant et voilà les équipotentiels. Bon, on vérifie bien que, évidemment, ça là, c'est un réseau de lignes qui se coupe à angle droit. Puisque si tu prends les droites verticales et les droites horizontales, évidemment, elles sont perpendiculaires. D'accord? Donc, ce qui donc montre pour ce cas-ci que, évidemment, les équipotentiels et les lignes de courant forment un réseau de lignes qui sont perpendiculaires. Absolument. Voilà. On dit que ça, là, c'est un écoulement en damier. Parce que vous voyez, donc, ici, ça forme des carrés comme ça qui sont sous forme de damier. Alors, donc, ici, votre camarade a mal représenté puisque, normalement, les équipotentiels sont tracés en tireté. Tandis que les lignes de courant sont tracées en continu, avec des flèches. Donc, normalement, on doit mettre une flèche ici, une flèche ici, une flèche ici, une flèche ici, pour montrer que ce sont les lignes de courant. Et de ce côté-ci, on a des tiretés, pour montrer que ce sont des équipotentiels. Donc, ça veut donc dire que finalement, une fonction complexe comme ça, linéaire, définit donc un écoulement en damier. Est-ce que tout le monde a compris ça? Voilà. Vous avez des questions? C'est compris? Doit aller là? Oui, prof, c'est compris. D'accord. Okay. Bien. Maintenant, conclusion. Toutes les fonctions analytiques définissent un réseau d'écoulement. Il voulait dire ici d'écoulement, pas de courant. Un écoulement en forme de damier a pour potentiel complexe la fonction linéaire W de Z égale à AZ. C'est AZ plus B. C'est AZ ici, c'est pas AN, c'est pas AX. AZ plus B.
Bien maintenant, application pratique, application de l'écoulement d'une tranchée en nappe captive. Alors, qu'est-ce qu'une nappe captive? Comme on l'a dit, une nappe captive, c'est une nappe comme ceci, d'accord, qui est donc surmontée par une couche incompressible. Regardez, là, j'ai une couche perméable surmontée par une couche imperméable. On dit que c'est une nappe captive, pourquoi? Ben parce que ici, cette eau-ci se retrouve comme piégée, en quelque sorte. Okay? Et donc la pression ici est très très forte, puisque ici, l'eau qui est là, normalement, ne peut pas monter ici, puisque cette couche-ci est une couche imperméable. Donc, cette couche d'argile vient mettre sous pression cette couche compressible et perméable. On dit donc en réalité, là, on est en nappe captive. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Voilà, donc ça, c'est une nappe captive. Voilà, et donc maintenant, on est en train donc de faire une tranchée en nappe captive. C'est-à-dire, vous venez ici, vous forez. Oui, vous forez jusqu'au substratum. Oui. Ah, maintenant, imaginez donc que vous mettez un piézomètre ici, hein, un piézomètre, alors on dit que vous envoyez un tube, ou bien vous forez ici jusqu'au substratum imperméable. Donc voilà la tranchée, d'accord? Tranchée, ça veut donc dire que ici, on suppose que dans cette direction, si on est infini, hein, dans la direction qui est perpendiculaire au tableau, on est infini. Et là, on est en train de faire une coupe transversale, d'accord? Voilà. Alors, donc ici, comme cette nappe est sous pression, si on fait une tranchée, évidemment, le niveau de l'eau va monter au-dessus de ce point-ci. Donc, vous voyez là. D'accord? Le niveau de l'eau va monter au-dessus de ce point. Puisque cette nappe-là est captive. Hein, elle est sous pression, hein, compte tenu de la présence de l'argile au-dessus. D'accord? Qui est une couche imperméable. Absolument. Donc, je suppose donc qu'ici, il y a une alimentation, bon, c'est comme si c'était par exemple un fleuve, quoi, qui vient alimenter cette nappe. Voilà. Alors, voici le niveau de l'alimentation. Je suis toujours dans le plan XZ. Un point quelconque a pour coordonnées X et Y. Alors, H, c'est donc la hauteur, ou bien c'est la charge dans l'alimentation. OK. Voilà. E, c'est l'épaisseur de la nappe. OK. Voilà. Et ensuite, donc, je définis donc ce volume par les points A, B, C et D. Et je suppose que quand je creuse la tranchée, le niveau d'eau dans la nappe monte jusqu'à H0. Alors maintenant, comment est-ce que je trace donc le réseau d'écoulement? Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut donc dire que ici, alors il va donc avoir l'eau qui va donc passer ici pour aller alimenter la tranchée. D'accord? Puisque cette nappe est une nappe qui est perméable. Donc l'eau peut bien passer par ici pour aller alimenter la tranchée. Et donc là, maintenant, on suppose qu'on est toujours en régime permanent. D'accord? Là, on est en régime permanent. Alors,
Donc, je dois faire la correspondance entre le plan physique XY et le point hydraulique, on va dire le plan hydraulique, hein, et le plan hydraulique phi et qui. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, donc, sur le plan physique X et Y, A a quelles coordonnées? Alors, je suppose que A, c'est l'origine du repère. Donc, ça veut donc dire que X est égal à 0 et Z est égal à 0. Absolument. Alors, je rappelle que voici les fonctions que nous avons définies ici pour le potentiel linéaire. Alors, phi, c'est AX plus B et qui, c'est A fois Z. Donc, cela veut donc dire que si X est égal à 0 et Z est égal à 0, voilà, donc ça veut donc dire que l'image de A par la fonction complexe oméga, c'est A', hein, qui est égal donc à phi plus I qui. Alors là, phi sera égal à B, tandis que qui est égal à absolument. Hein, je rappelle que voilà. Donc ici, vous allez donc faire, hein, ici vous allez donc venir faire X égale à 0 et Z égale à 0. À ce moment-là, phi va valoir B, tandis que qui vaut 0. Absolument. Donc ça veut donc dire que l'image de A sur le plan hydraulique, hein, ça va donc faire ici A', qui a donc pour coordonnées, d'accord, en phi B, en qui 0. On fait la même chose pour B. B a pour coordonnées, alors ici, dans le plan physique, B a pour coordonnées quoi et quoi? B a pour coordonnées quoi et quoi? 0 et E. D'accord? 0 et E. Alors, si B a pour coordonnées 0 et E, alors B' a pour coordonnées B et puis AE. Voilà. B et puis AE. Si C a pour coordonnées E et L, pardon, je suppose que ici, la largeur, de la nappe, c'est L. Et son épaisseur, c'est E. Alors, donc, ça veut donc dire que C a pour coordonnées L et E. Voilà. Si C a pour coordonnées L et E, alors phi, c'est AL plus B et AE. Donc, j'ai C'. Et enfin, pour D, c'est L et Z égale à 0, ça fait ça. Donc, vous voyez donc que l'image d'un rectangle, c'est également un rectangle. Absolument. Voilà. Donc, soit dans la nappe captive, qui est tout simplement un aquifère, c'est-à-dire une couche poreuse surmontée par une couche imperméable, par exemple de l'argile. Si on exécute une tranchée qui traverse les deux couches jusqu'à un substratum imperméable, alors le niveau dans la tranchée est variable en fonction du débit qui traverse cette nappe captive pour arriver dans la tranchée. À partir d'une alimentation par pompage de l'eau dans la tranchée, on peut maîtriser donc la variation de la hauteur d'eau dans la tranchée. Donc c'est exactement ça. Donc on dit que ici, si cette eau qui arrive ici, là, vous pouvez la récupérer par exemple par pompage. D'accord? Et en vitesse, en fonction du débit du pompage, dont vous allez réglementer la hauteur, cette hauteur d'eau. D'accord? Si vous voulez par exemple assécher cette tranchée, donc il faut trouver par exemple le débit qui va faire en sorte que toute cette eau-ci, à chaque instant, est évacuée. D'accord? Pour que vous ayez une tranchée qui est sèche. C'est ça? Voilà. Donc, en fonction du débit, hein, en fonction de la hauteur que vous voulez ici, on va régler un débit de pompage. Absolument. Voilà. À ce moment-là, on sait donc que AB est une équipotentielle, voilà, puisque là, phi est égal à une constante égale à B, et qui est égal à ça, H est égal à H0 sur AB, voilà, bon. Phi est égal à moins K fois B. Donc là, nous voulons déterminer tout simplement les paramètres de la fonction complexe, c'est-à-dire A et B. D est également une équipotentielle, donc ça permet de trouver A. Voilà. Ce qui fait donc que finalement, le potentiel complexe se met sous cette forme-ci. Voilà. Vous voyez que c'est bien un potentiel. Ceci est constant et ceci également. Absolument. Donc, au bout du compte, si maintenant on passe
par sa valeur. Voici donc le potentiel de vitesse et voici la fonction de courant. Voilà. On voit bien que phi égale à constante veut dire que x est égal à une constante. Tandis que qui est égal à constante veut dire que z est égal à une constante. Absolument. Alors maintenant, quel est le débit qu'on peut extraire de la tranchée? Alors, dans le débit, nous avons dit que le débit, c'est tout simplement la différence entre les fonctions de courant. Donc, si je regarde le débit qui doit passer par ici, si je regarde le débit qui doit passer par ici, il suffit que je fasse donc ici. Alors, comme ça, là, c'est une ligne de courant, et ça, c'est une ligne de courant. Il suffit donc que je prenne la valeur de la fonction de courant ici, moins la valeur de la fonction de courant là. Ça donne le débit, tout simplement. Voilà. Et donc, en faisant cela, on trouve donc que le débit est égal à K fois H moins H0 que multiplie E sur E sur N. Voilà. Donc, voici l'application pratique, d'accord, d'un potentiel complexe qui est linéaire. Ça donne un écoulement donc en damier, d'accord. Les lignes de courant, ce sont des horizontales, tandis que les équipotentiels sont des verticales. Et voilà le débit. Voilà. Dans le réseau en damier, on a donc pour potentiel complexe analytique linéaire, et sur le plan pratique, il permet de déterminer le débit en régime permanent dans une tranchée de nappe captive. Alors, application pratique 2. Soit le potentiel complexe défini par WZ égale à moins Q sur 2pi log Z plus C. En coordonnées polaires, on peut déterminer que Z est égal à R exponentielle de Iθ. À ce moment-là, si je remplace ça ici, ça veut donc dire que W de Z sera égal à ça, égal à ça. Donc, tout le monde peut identifier ici la fonction, le potentiel de vitesse, et ici, la fonction de courant. Donc, les équipotentiels sont donnés par phi est égal à une constante. Voilà, phi est égal à une constante. OK. Alors, si je suis en coordonnées polaires et que je dis que R est une constante, ça donne quelle courbe? En coordonnées polaires, R est θ. R égale à une constante, ça donne quelle courbe? Voilà. R égale à une constante, ça veut donc dire que ça va donner des cercles concentriques. OK? Et si je suis en coordonnées polaires également, si je dis que θ est une constante, puisque ici, la fonction courant est égale à Q fois θ sur 2pi. Voilà. OK. Ici, comme Q est quelque chose de constant, pour que le potentiel, la fonction de courant soit constant, il faut que θ soit constant. Alors, θ égale à une constante, évidemment. Ce sont des lignes qui sont des droites rayonnantes. Voilà. Donc, voici le réseau d'écoulement qui correspond donc à ce potentiel complexe. Voilà. Donc, les équipotentiels sont des cercles concentriques. Tandis que les lignes de courant, ce sont des lignes qui rayonnent à partir d'un point. Absolument. Si le sens de l'écoulement est sortant comme ça, ça veut donc dire que ce point-ci est une source. À ce moment-là, l'eau sort et se répand. D'accord? Voilà. Par contre, si le sens de l'écoulement est centripète, ça veut donc dire qu'il s'agit d'un puits. D'accord? OK? Donc, l'eau va de l'alimentation vers le puits. D'accord? Voilà. Donc, voici dans le réseau qui correspond donc à une fonction potentielle, donc ici, sous forme de logarithme. En coordonnées polaires, c'est-à-dire en coordonnées cylindriques, si vous voulez, c'est-à-dire en R et θ. Absolument. Alors là, l'application, c'est quoi? L'application, c'est l'étude de l'écoulement d'une nappe captive vers un point. Voilà. Donc ici, on est toujours en nappe captive, mais on n'est plus en tranchée. D'accord? On n'est plus dans une tranchée. Maintenant, on est en un point. Donc voilà. Donc ici, voici l'alimentation. Et maintenant,
là, on n'est plus en nappe captive, mais on est maintenant en un point. Donc ça veut donc dire que là, par exemple, c'est le centre. D'accord? Là, par exemple, c'est le centre du domaine. OK? Ici, donc imaginez donc en vue de dessus, vous avez donc ici votre puits ou votre source. OK? Et puis ici, donc vous avez, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà ça. Voici la coupe et voici la vue du dessus. D'accord? Voilà la vue du dessus. Voilà. OK? Voilà la vue du dessus. Voilà. Donc, ça là, en réalité, c'est une coupe. D'accord? Ça, c'est une coupe. OK. Bon, j'ai vu tout ça. Bon, c'est pas grave. Mais, comme je dis, je vais utiliser ces résultats par la suite. Donc, je veux tout simplement que je sois sûr qu'on parle de la même chose. Mais je sais que vous avez vu tout ça. OK. Alors, là, maintenant, donc, ce potentiel-là, le potentiel que nous venons de voir, hein, c'est-à-dire ce potentiel en log, en réalité, a pour application ceci. D'accord? C'est-à-dire l'étude de l'écoulement captive vers un point. Donc, j'ai toujours mes deux nappes. J'ai la nappe captive et puis qui est surmontée donc par une nappe qui est imperméable. Mais maintenant, l'écoulement ne se fait plus en tranchée, mais vers un point. Absolument. Et donc, ça, c'est l'application directe de ce qu'on a vu là. Bon, voilà, on peut reconstruire également. Ça, c'est le domaine physique, R θ. Hein, ça, c'est le domaine physique, R θ. On peut déterminer le domaine hydraulique, phi, comme tout à l'heure. Voilà. Et déterminer le débit. Voilà. Donc, là, il n'y a pas de complications particulières. Comme toujours, le débit, c'est toujours la différence entre deux fonctions de courant. En particulier, la fonction de courant qui correspond à θ égale à 0 et la fonction de courant qui correspond à 2π. Parce que là, maintenant, on balaie tout l'espace. D'accord? Voilà. Et à ce moment-là, on trouve que le débit est égal à ça. Voilà. Donc, en général, dans les TD, ce qu'on vous demande principalement, c'est d'abord de pouvoir identifier le type de problème. Est-ce que je suis en nappe captive? Est-ce que je suis en nappe non captive? Est-ce que je suis en tranchée? Est-ce que je suis en écoulement vers un point, ainsi de suite? Pour savoir les formules qu'il faut appliquer. Parce que si vous n'identifiez pas bien le problème, vous allez appliquer la mauvaise formule. Bien, maintenant, système drainant élémentaire, tranchée drainant, OK? Bon, maintenant, c'est une tranchée complète maintenant dans une nappe captive. Voilà. Donc ici, en réalité, on reprend le même problème, mais ici, au lieu de déterminer le débit, on cherche plutôt la surface libre. Voilà. D'accord? OK. Ici, on cherche plutôt la surface libre ici. Quelle est l'équation de la surface libre? D'accord? Quand je passe de l'alimentation vers la tranchée. D'accord? Voilà. OK. Donc, je cherche la fonction h de x. Je cherche la fonction h de x. OK. Les paramètres sont toujours exactement les mêmes. C'est-à-dire, je prends la L qui est la largeur de la tranchée, E, c'est son épaisseur, OK. La charge dans l'alimentation est grand H et la charge dans la tranchée est H0. On a déjà déterminé Q. Alors, comme ici, il s'agit d'un écoulement en damier, donc on a la fonction de courant et puis le potentiel complexe, évidemment. OK? À ce moment-là, à partir d'ici, on détermine tout simplement donc la fonction h. Et là, on voit que ici, h est une fonction qui est comment? H de x ici, c'est une fonction qui est comment? C'est une fonction qui est linéaire, puisque ça va faire donc ax plus b. Donc, on retient donc en réalité, d'accord, pour un écoulement en nappe captive, vers une tranchée, d'accord, l'écoulement en nappe captive vers une tranchée, voilà, on va donc dire que, OK, la surface libre ici est une droite, tout simplement. Voilà. Maintenant, si c'est la même chose, mais maintenant, dans une nappe libre,
Alors, regardez maintenant la différence entre la nappe captive et la nappe libre. Vous voyez donc ici, il n'y a plus deux couches qui sont superposées. Absolument, d'accord. Non, ce n'est pas que c'est la même épaisseur. Ça veut dire que je suis dans la même couche. Je suis dans la même couche. Maintenant, je suis dans la même couche, mais qui est évidemment perméable. Hein? Est-ce que tout le monde voit la différence là? Voici, là, je suis dans une nappe captive. OK? Là, je suis en nappe libre. Hein? Cette nappe est captive, pourquoi? Mais parce que justement, hein, cette nappe-là est surmontée par une couche imperméable. C'est pour ça qu'elle est en nappe captive. Et ici, donc, on est dans la configuration contraire, parce que ici, il n'y a pas deux couches, d'accord? Il y a une seule couche qui est imperméable, ok? Et donc, ici, vous avez une alimentation, et par exemple, vous pompez là. Et la question, c'est toujours pareil. À ce moment-là, quelle sera maintenant alors la courbe ici de la surface libre? D'accord? Qu'est-ce que c'est là? Hein? C'est-à-dire, on cherche la fonction h de x. Alors, bon, pour les démonstrations, bon, c'est pas tellement important. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les résultats. Alors, le débit, d'abord, regardez, le débit, c'est plutôt égal à ça maintenant. Donc, c'est k fois h au carré moins h0 au carré sur 2e. À comparer avec quel débit? À comparer avec l'autre débit comme ça, là, qui était donc en nappe libre, voilà, c'est-à-dire ce débit-ci. Voilà, ça, c'est à comparer avec ce débit. Alors, donc ça, il faut faire extrêmement attention parce que, voilà, ça, c'est à comparer avec ce débit. D'accord? Ça, c'est le débit en nappe. L'autre, c'est le débit en nappe. Donc, si vous n'identifiez pas bien le problème, vous risquez de vous tromper. Et à ce moment-là, quelle est la surface, l'équation de la surface libre? L'équation de la surface libre, à ce moment-là, voilà, l'équation de la surface libre. Vous voyez donc ici, c'est plutôt une surface comme un y carré, d'accord, égal à y carré égal à ax plus b. Donc ici, il s'agit d'une parabole. Okay? C'est ce qu'on appelle la parabole de Dupuy. Absolument. Donc cela veut donc dire que si je suis en nappe libre, la surface libre n'est plus linéaire. La surface libre est parabolique. Tandis que quand je suis en nappe captive, la surface libre est une droite. Ça, même si vous ne connaissez pas les formules, il faut retenir au moins ces résultats-là sur le plan qualitatif. D'accord? Sur le plan qualitatif. OK? Voilà. Est-ce qu'à Douala, il y a des questions? Est-ce qu'il y a Yaoundé à connecter? Oui? Est-ce qu'il y a Yaoundé à connecter? Yaoundé connecté? Yaoundé n'est pas encore connecté. Yaoundé n'est pas encore connecté? Donc là, c'est Douala qui répond. C'est Douala. Est-ce qu'il y a des questions là-bas à Douala? Non, docteur. Non, pour l'instant, non. OK. Est-ce que vous comprenez un peu ça? OK. Alors maintenant, là, on parle de quoi là? Oui, alors donc jusque-là, voilà, jusque-là on a parlé jusque-là on parlait de tranchées, ok? On va reprendre la même chose maintenant pour les puits, hein, c'est-à-dire que pour la deuxième fonction là, voilà, pour la deuxième fonction, ok? Alors ici c'est pareil, on cherche ici la surface libre, d'accord, pour la nappe captive, mais en puits et non plus en tranchée. OK, la nappe captive, OK, en puits. Donc ça veut donc dire que ici, je suis là, soit
je suis sortant, soit je peux également être entrant, hein, peu importe. Là, on parle de puits ou de source, mais peu importe. Que ce soit puits ou source, le raisonnement est exactement le même. Voilà. D'abord, le débit. Voilà, ça, je crois qu'on l'a déjà démontré. Le débit, c'est ça. Et la ligne, alors, la ligne. Bon, les démonstrations, chacun peut voir les démonstrations, hein, ça, il n'y a pas de problème. La surface piézométrique, voilà, c'est ça. Donc, ici, la ligne, la surface libre, si on peut dire, ou bien la ligne piézométrique, c'est sous forme de l'angle. OK? C'est sous forme de l'angle. Ici, R, c'est la variable. Hein? R, c'est la variable, c'est-à-dire le rayon, le point où on se trouve. RP, c'est le rayon du puits. H, c'est toujours la charge à l'alimentation. H0, c'est la charge dans le puits, tout simplement. D'accord? Voilà, donc on est toujours dans cette configuration-là. Voilà. OK? Alors, la différence entre ceci et ce qui est en haut là, c'est quoi? La différence entre ceci et ce qui est en haut ici, c'est quoi? Voilà. La différence entre les deux là, c'est quoi? Ben, ce que ceci, nous sommes en tranchée. Alors que ici, on est plutôt en puits. Absolument. Voilà la différence entre les deux. Okay. D'accord, donc, pour résumer, il y a 4 cas qui sont intéressants. Il y a donc la tranchée en nappe captive, la tranchée en nappe libre. Ensuite, maintenant, il y a le puits en nappe captive et le puits en nappe libre. Voilà les 4 cas les plus intéressants résumés. Donc, je répète, tranchée en nappe libre, tranchée en nappe captive. Puis en nappe libre, puis en nappe captive. Et donc, vous devez avoir, à chaque fois, pour chaque cas, vous devez avoir 2 résultats principaux. Premièrement, deuxièmement, la ligne piézométrique. Pour chacun de ces 4 cas. Donc, vous devez avoir 8 résultats à peu près. Vous avez 4 cas et pour chaque cas, 2 résultats principaux. À chaque fois, vous devez avoir le débit et la ligne piézo. C'est-à-dire la surface libre qui rejoint entre l'alimentation et soit la tranchée, soit le puits. Voilà. Bon, là, après, on va faire quelques TD. Voilà. Alors maintenant, si je suis en nappe libre, quelle est la ligne piézométrique? Voilà. La ligne piézométrique. La ligne piézométrique, c'est ça. Donc, on voit également que non seulement c'est une parabole, mais c'est une parabole également en long. Donc là, c'est plus complexe. D'accord? C'est une parabole et en long. Voilà. Voilà. OK? Voilà. Donc, voilà un peu les aspects pratiques, hein, les aspects pratiques de l'hydraulique souterraine, c'est-à-dire quand on fait des travaux. Maintenant, hein, ici, OK, les questions, c'est de savoir, OK, quels sont les débits qu'on doit pomper pour, par exemple, travailler en tranchée sèche. Hein, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que vos pieds touchent l'eau. Hein? À ce moment-là, quel débit est-ce qu'il faut pomper? Voilà, des choses comme ça. Donc, on va faire quelques TD dessus. Alors, mesure de perméabilité. Alors, il y a 2 types de perméamètres. Hein. La mesure de perméabilité, ça se fait par le perméamètre. 2 cas, le perméamètre à charge constante et le deuxième cas sera le perméamètre à charge variable, comme on va le voir. Alors, le perméamètre à charge constante est surtout utilisé pour les matériaux très perméables, c'est-à-dire les graves ou bien les sables. Okay. C'est un procédé de laboratoire qui permet de mesurer le volume d'eau qui traverse l'échantillon pendant un intervalle de temps. Bon, voilà, c'est-à-dire que vous mettez de l'eau ici. Alors, cette eau doit traverser l'échantillon. Et voici l'échantillon qu'on est en train de tester. Cette eau doit traverser l'échantillon pour aller de A à B. Voilà. La section de l'échantillon est S. La longueur de l'échantillon est L. Alors, quand cette eau passe là-bas, voilà, on peut récupérer ça ici et ensuite, maintenant, ça remonte dans un récipient qu'on peut vider. Voilà. Alors, donc, voilà les paramètres de l'essai. Voilà. Cette hauteur-ci, c'est grand H.
Cette-là, c'est H2. Celle-là, c'est H1. Celle-là, c'est L. Ça, c'est la hauteur de l'échantillon. Voilà. Et ce qu'on recherche ici, c'est la perméabilité K du matériau qui se trouve entre les points A et B. Voilà. Alors, pour trouver ce coefficient, il faut écrire les propriétés d'écoulement entre A et B, hein, absolument, qui constituent l'échantillon. Il s'agit d'un écoulement descendant, dont le gradient hydraulique est simple, c'est la différence de charge sur la longueur. Okay? Et d'après Darcy, V est égal à KI, ce qui permet donc de trouver K. La charge hydraulique en A est, bon, normalement c'est ça, mais comme on néglige la vitesse, ça fait tout simplement ça. Voilà. Or, UA, voilà. Hein, UA. Alors, la pression en A, c'est tout simplement gamma W par fois H1, puisqu'on suppose que cette nappe-ci, est statique. C'est une nappe qui est une nappe statique. L'écoulement se passe entre A et B. Absolument. Alors, ça veut donc dire que HA, c'est égal à L plus H1. La charge en B, si on prend B comme l'origine des altitudes, on trouve donc HB, c'est tout simplement UB sur gamma W. C'est-à-dire, ça va faire donc H2 fois gamma W. Voilà. Alors, en écrivant donc I est égal à H sur L, on trouve que A, c'est le volume d'eau recueilli sur S fois T que multiplie L sur H. On rappelle que S, c'est la section de l'échantillon. V, c'est le volume d'eau recueilli pendant l'intervalle de temps T. H, c'est la charge constante sous laquelle l'eau percole. Et L, c'est la hauteur de l'échantillon. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle le perméamètre à charge constante. Ça, c'est pour des matériaux à très forte perméabilité, hein, c'est-à-dire des matériaux très perméables. Si les matériaux sont à faible perméabilité, alors il faut utiliser plutôt le perméamètre à charge variable. Alors là, les formules sont un peu plus complexes, mais là, le raisonnement est pratiquement le même. Voilà. OK, ici, on met l'eau ici. Voilà. OK, et l'eau va cheminer comme ceci et remonter dans l'échantillon. Donc ici, on calcule la perméabilité entre ces deux points-là, A et B, remonte ici et puis on évacue là-bas. Alors, on mesure le temps T nécessaire pour que le niveau du fluide descende de H1 à H2. Voilà, allez, voici le temps initial, voilà le temps T égale à T. Donc, on mesure donc le temps qu'il faut pour que le niveau de l'eau descende de H1 jusqu'à HT. Voilà. C'est-à-dire qu'entre T1 égale à 0 et T1 égale T. La perte de charge H de l'écoulement n'est plus constante dans ce cas, car elle varie. Absolument. Ok, car elle varie. Donc là, je suis à la fin de quoi? Là, je suis à la fin de 1,3. Donc il faut que j'aille à 1,4. C'est ça? Voilà, donc il faut que j'aille à 1,4. Alors. Ça. Voilà, 1,4 et où? Le voici, je crois. C'est ça? Voilà, c'est 1,4. Voilà. OK. Bon, on suppose donc que malgré tout, la loi de Darcy s'applique. Voilà. Bon, et après quelques manipulations, on trouve à ce moment-là que K est égal à 1 sur T, que multiplie petit s sur grand S fois L, logarithme népérien de H1 sur H2. Alors, je rappelle qu'ici, S est la section du tube. Alors là, on est à 1,4, donc je dois revenir à 1,3. Alors, petit s c'est la section du tube. Grand S c'est la section de l'échantillon. L c'est la longueur de l'échantillon. OK? Voilà. Et encore quoi? Dans cette formule-là, T c'est le temps, on chronomètre le temps. Et puis H1 et H2 sont lus directement ici. Alors 1,3, voilà. H1 c'est ce niveau-là, H2 c'est ce niveau-là. Donc dans l'intervalle de temps T, là, le niveau passe de H1 jusqu'à H2. À ce moment-là, voilà donc la formule pour le perméamètre à charge variable. Okay. Bon, ça, ce sont des formules. Bon, donc là, je ne vous demande pas de retenir ça. Hein. Normalement, je ne vous demande pas de retenir. Donc moi, si je donne les TD,
je dois donner ces formules-là. Je dois donner ces formules-là. Et moi, je ne vous demande pas de les retenir. À la limite, comprendre seulement la philosophie sous laquelle c'est fait. Donc ça, c'était les mesures de la perméabilité en laboratoire. Mais maintenant, on peut faire les mesures in situ. Alors, mesure de la perméabilité in situ, la mesure de cas au laboratoire, tout en étant simple, présente de nombreux inconvénients. Alors, l'effet de remaniement, ok, et les dimensions de l'échantillon. Parce que quand vous prélevez un échantillon, vous êtes obligé de le remanier. Et comme ça fausse les résultats. Alors, problème d'anisotropie et d'hégénéité du sol. La viscosité de l'eau, qui est variable suivant la température. Parce que quand vous l'enlevez, vous arrivez au labo. La température au labo, ce n'est pas nécessairement la température qu'il y avait au sol, in situ. Absolument. Pardon. Il convient alors d'effectuer une correction entre la température du sol en place et la température enregistrée au moment de l'essai. Pour toutes ces raisons, on préfère donc la mesure de la perméabilité in situ. Voilà. Et cette mesure est donc donnée par les essais. L'essai le plus répandu pour cette perméabilité, c'est l'essai Lefranc. Et il consiste à réaliser des forages de reconnaissance au fur et à mesure de leur avancement et une injection ou un pompage de débit jusqu'à la stabilisation du niveau. Donc vous voyez que les problèmes de tout à l'heure permettent également de mesurer la perméabilité. D'accord? Ok. Ça permet également de mesurer la perméabilité. Si on connaît la perméabilité, on peut démesurer le débit. Mais on peut aussi, à partir du débit, mesurer la perméabilité. D'accord? Donc, les essais que nous avons fait tout à l'heure là, le puits, la tranchée en nappe captive, tranchée, machin, d'accord? Tous ces, parce qu'en réalité, ce sont des essais aussi. Ce sont des essais. D'accord? Tous ces essais-là permettent soit de calculer le débit, si on connaît la perméabilité, soit de déterminer indirectement la perméabilité si on a déjà le débit en régime permanent. Absolument. Ok. Bien. Maintenant, perméabilité équivalente pour des milieux stratifiés. Bon. En général, les sols sont stratifiés, c'est-à-dire que vous avez plusieurs couches. Vous avez plusieurs couches. D'accord? Ici, par exemple, vous avez 3 couches. Et puis, maintenant, si chaque couche a une perméabilité horizontale, la question qu'on peut se poser, c'est que si je considère l'ensemble du sol qui est constitué de ces 3 couches, quelle est la perméabilité équivalente moyenne horizontale? D'accord? Puisque si vous prenez cette couche-ci, elle aura une perméabilité. Celle-là, une perméabilité différente. Celle-là, une perméabilité différente. Maintenant, si je voudrais une perméabilité moyenne pour les 3 couches, comment est-ce que je calcule cela? Voilà. C'est pour ça que je dis ici, perméabilité moyenne effective horizontale. Voilà. À ce moment-là, donc je suppose que ici, le débit Q là, d'accord, il va se départager en débit Q1, Q2 et Q3. Absolument. Alors, il est fréquent de trouver un milieu stratifié constitué de plusieurs couches, de dimensions et de propriétés hydrauliques différentes, notamment la perméabilité. La perméabilité des différentes couches influe alors sur la perméabilité de l'ensemble, évidemment. Et cette influence n'est pas la même pour l'écoulement, que l'écoulement soit horizontal ou bien l'écoulement vertical. Donc, on commence par l'écoulement horizontal. Dans ce paragraphe, on prend donc l'écoulement horizontal, c'est-à-dire qu'en réalité, les couches sont parallèles, quoi. Okay? On admet que les couches sont horizontales d'épaisseur DI, de perméabilité respective KI. Et on cherche la perméabilité moyenne horizontale KH. OK? Donc, en réalité, ceci, si on revient à l'analogie électrique, ceci est un circuit qui est en commande. Si on revient à l'analogie électrique, ce circuit-ci est comment? Il est en parallèle, absolument. Alors que tout à l'heure, quand le débit sera de ce côté-ci, ce sera un circuit en série. Parce que donc là, l'intensité va traverser, la même intensité va traverser les 3 couches.
D'accord? Donc ici, on pourrait dire qu'avec l'analogie électrique, ça c'est un circuit en parallèle. D'accord? Et quand on va calculer la perméabilité verticale, il s'agira d'un circuit en série. Absolument. Voilà. Donc là, avec ça, bon, les formules, tout le monde peut regarder les formules, ça c'est pas très important. Mais ce qui est important, donc, c'est la formule finale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la perméabilité moyenne horizontale, c'est la somme des KI sur la somme des DI. Alors, maintenant, si on s'occupe de la perméabilité verticale, regardez, hein, là, maintenant, ici, vous avez le débit Q qui doit donc traverser les 3 couches. D'accord? OK? Qui doit traverser les 3 couches. Donc là, il s'agira maintenant d'une perméabilité moyenne verticale. Hein? Donc là, comme on l'a dit, c'est un circuit donc, en série. Voilà, donc vous écrivez les formules, ça c'est pas le plus important. De toutes les façons, voilà ce qu'on doit trouver donc pour la perméabilité moyenne verticale. C'est la somme de D sur la somme de D sur KI. D'accord? Voilà. Donc moi, je ne vous demande pas de retenir ça. Si je vous donne des TD ou bien des examens dessus, je dois vous donner ces formules. Okay? Maintenant, c'est à vous de savoir laquelle appliquer. Est-ce qu'on est en circuit parallèle ou bien en circuit en série? Voilà, donc normalement, ce sera à vous de déterminer pour voir quelle est la formule à appliquer. Douala, je suis toujours là. Douala, es-tu là avec nous? Oui, docteur. Ok. Pas de questions jusque-là? Pas encore, docteur. Ok, c'est bon. Hein, c'est bon. Ça veut dire que vous suivez bien, c'est bien. Alors, application des milieux stratifiés. Notion de filtre et de problème d'instabilité. Alors, la notion de filtre. Oui, c'est ça, la notion de filtre. Oui, la notion de filtre est importante. Bon, pour la notion de filtre, je préfère laisser cela parce que quand on va faire les trucs, les problèmes sur les barrages en terre, on va revenir sur les problèmes de filtre là, de façon plus intense. Je voulais finir aujourd'hui par la notion de capillarité, c'est-à-dire la loi de Furet. C'est la lumière qui est coupée? Ou bien c'est une baisse de tension? C'est une baisse de tension. Alors, donc je vais finir aujourd'hui. Bon, je vais revenir sur la notion de filtre après. Sur la notion de filtre après. Je vais finir ici avec la loi de Jurin, qui est la notion de capillarité. Bon, on en a déjà parlé un peu. La capillarité, c'est quoi? La capillarité, c'est quoi? C'est quand nous avons une couche perméable qui surmonte une couche plus perméable qui surmonte une couche peu perméable. Ok? C'est-à-dire un peu l'opposé de la nappe captive tout à l'heure. D'accord? Ok. Alors, lorsqu'on plonge l'extrémité d'un tube, ok, dans un récipient rempli d'eau, on constate que l'eau monte à l'intérieur du tube jusqu'à une hauteur h, au-delà de la surface libre. C'est ce qu'on appelle l'ascension capillaire. Donc, prenez un récipient, prenez un tube, renversez le tube, la partie ouverte du tube dans l'eau. Ok, vous allez voir que le niveau de l'eau monte ici, ok, et dépasse la surface libre qu'il y avait dans le récipient. Et cette hauteur de montée est d'autant plus grande que le diamètre du tube est... Ah non, est petit. D'accord? Ok, c'est ça la loi c'est ça la loi de la capillarité. Plus le diamètre de ce tube est petit, plus la hauteur de remontée dans le tube là sera plus grande. D'accord? Voilà. Ok. C'est ce qu'on appelle donc l'ascension capillaire. Ça s'explique par la tension que les molécules de la paroi solide exercent sur les liquides. En première approximation, on peut décrire le phénomène en admettant donc l'existence d'une tension superficielle, donc qui attire ici. Absolument. Alors, sur la surface, qu'on va donc appeler le ménisque. Cette tension s'exerce en particulier le long de la ligne de contact du tube, où elle est équilibrée par l'attraction de la paroi.
Si on fait le diagramme de corps libre sur la colonne capillaire, hein, c'est-à-dire si on isole cet échantillon-ci, voilà, et on fait l'équilibre des forces dessus, voilà, donc le DCL, alors on trouve que le poids propre de ce volume est égal à ça. Quant à la tension est égale à ça, et on trouve donc l'équilibre des deux forces, donc la remontée capillaire est égale à 4T cosinus alpha sur D fois gamma W. Vous voyez donc que H et D sont inverses. Plus D est petit, plus H sera. Et plus D est grand, H sera petit. Donc, ça, donc, c'est sur le plan phénoménologique, sur le plan physique, hein, d'accord, c'est la chose essentielle à retenir. Hein, c'est-à-dire que plus, décidément, ou bien c'est moi qui te fais quelque chose, hein, c'est-à-dire que plus, quand on va appliquer ça au sol tout à l'heure, plus les vides dans le sol du dessus sont petits, plus l'eau peut remonter plus haut. Voilà. Alors, remarque, si D baisse, ça veut donc dire que H augmente. Donc, cette hauteur est inversement proportionnelle à D. L'ascension capillaire, donc, inversement est proportionnelle au diamètre du tube. Pour l'application au sol, le phénomène est idem sous réserve que ici, le diamètre est remplacé par une dimension équivalente des pores du sol. Absolument. Il faut donc tenir compte des vides du sol qui forment un complexe. Et dans cette remontée, la hauteur peut se mettre sous la forme d'un certain C sur E fois D10. Voilà. C étant une constante empirique, E, l'indice de vide du sol, et D, le diamètre efficace, qui correspond à 10% de diamètre. Donc ici, on est dans le cas donc, de la remontée capillaire, on est donc dans le cas d'une couche perméable, plus perméable que celle qui est au-dessous. D'accord? Voilà. Donc, à ce moment-là, l'eau va donc avoir tendance à remonter dans les pores de la couche du dessus. Et plus les pores sont petits, plus la hauteur de remontée est grande. Okay. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est voilà, ça c'est la fin du chapitre. Après, maintenant, on va passer au télé. Donc, on va arrêter ici pour l'instant. Donc, la prochaine fois, c'est-à-dire à partir de demain, je vais faire les TD sur tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a déjà fait quand même une partie des TD, par exemple, sur la granulométrie, c'est ça? On a déjà fait la granulométrie et la classification des sols, des sables. On a fait la classification des sables, non? Voilà, on est allé sur le tableau, voir est-ce que c'est un sable grossier, est-ce que c'est un sable fin. On a vu les paramètres, ok, avec la granulométrie étalée, ainsi de suite. Donc, on a caractérisé et on a identifié un sable. Donc, on a déjà commencé cette idée-là. Bien, maintenant, ici, je vais compléter ça par les TD en hydraulique. Je vais compléter ça par les TD en hydraulique. Mais je vais aussi revenir sur le premier chapitre pour certains TD sur... Par exemple, les proctors, sur les proctors, voilà. Voilà, par exemple, des exemples de réseaux d'écoulement. Bon, voilà. Ceci, après, je vais vous donner ça comme CC. D'accord? Je vais vous donner ça comme CC. Voilà. Par exemple, un ouvrage comme celui-ci, je vais vous demander, ici, qu'est-ce que vous êtes en train de voir là? Ah non! Ça, ce sont les équipes potentielles que vous êtes en train de voir. Donc ici, la question que je vais vous poser, c'est quoi? De tracer les lignes de courant pour compléter le réseau. D'accord? Voilà. Voilà. Je vais vous demander maintenant alors de prendre ceci, de mettre les lignes de courant dessus pour compléter le réseau. D'accord? Voilà. Alors, une partie du CC, à faire à la maison. Ça, c'est la partie à faire à la maison. Après, l'autre, ce sera à faire en classe. Ça, c'est une partie du CC. Voilà. Donc, pour faire ceci, c'est très simple. Vous prenez un compas. Vous mesurez cette distance-ci. Vous portez là. 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 Ainsi de suite. Pour former des carrés. Puisqu'on a dit que
on a affaire à des carrés. Or, le fait de tracer les équipes potentielles, ça vous donne déjà une des dimensions du carré. Donc, il suffit de reporter la même dimension dans l'autre direction, c'est tout. D'accord? Voilà. Et puis, comme ça, de proche en proche, vous tracez. Absolument. Dès que vous tracez le premier, ça donne directement les dimensions pour l'autre. Vous partez. Ça donne, vous descendez. D'accord? Alors après, maintenant, il faut que ce soit des courbes. Parce qu'en général, ce que vous faites des segments de droite, une suite de segments de droite. Non. Ça doit être des courbes, ça doit être lisse, bien fait. D'accord? Voilà. Donc, ça là, c'est le CC, ça également, on peut vous donner ça également, voilà, vous demandez de tracer, voilà, ok. Bon, ensuite, il y a d'autres TD là que nous allons faire. Bon, ça c'est le TD également sur la granulométrie, bon ça, on peut supposer qu'on l'a déjà fait. Bon, voilà, bon ça, ce sont les polycopiés sur la classification des sols, hein, d'accord, notamment la base de Casagrande, absolument, la base de Casagrande, voilà d'autres TD, la compaction, voilà, un TD sur la compaction, c'est-à-dire, ça c'est le Proctor, voilà, bon, ensuite il y a quelques autres TD, ceux qui sont intéressants, on n'a pas besoin de tout faire, hein. Bon, ceux qui sont intéressants, on pourra les faire, et puis je vous laisserai le soin de faire les autres. Voilà, d'autres TD sur le compactage, voilà, d'autres sont même déjà corrigés, non? Apparemment, d'autres sont déjà corrigés, là. Voilà. Ah? Voilà. Décidément. C'est toujours un néo qui dérange? Bon. Voilà. Voilà. Bon, ensuite, il y a d'autres TD, par exemple sur l'hydraulique, qui sont plus loin. Bon, il y a déjà ceci, oui. Il y a ceci. Mais il y a d'autres TD en hydraulique qui sont plus loin. À ce moment-là, peut-être que je vais rechercher ça. Comme ça, on va faire ça avant de commencer les tassements. Parce que juste après, là, on va passer au tassement. OK? Voilà. C'est bon, à Douala, Yaoundé? Voilà. C'est bon, à Douala, prof. C'est bon, à Douala? Oui, prof. Bon, on dit donc demain 16h. OK? OK. OK, demain 16h, c'est bon. On fait les TD, le maximum de TD possible. Bon, ce que vous pouvez faire pour préparer la session de demain, vous pouvez déjà regarder quelques œuvres là. Je ne vais pas tout faire, hein? D'accord? Je ne vais pas tout faire. Je vais prendre les plus intéressants et puis on regarde un peu. Mais je ne vais pas tout faire. On est bien d'accord? OK? Puisque vous avez tout. OK? Bon, c'est peut-être ça aussi qui vous rend paresseux. Parce que le fait que tout est décortiqué, hein, vous pensez que vous comprenez, hein, et puis ça vous rend paresseux. Mais bon, ça au moins c'est déjà un point. Vous avez un cours complet avec TD. Donc, si maintenant vous êtes paresseux, c'est votre problème. Mais au moins, moi j'ai fait mon travail. Hein. Bien fait. Ok, donc on arrête là pour aujourd'hui et donc rendez-vous demain 16h. Ok? Ouais.